Quand une passion naît et se développe chez quelqu'un, il est fort probable qu'elle donne lieu à des années d'études passionnantes, ainsi qu'à des semaines d'un voyage effréné. Comme il serait un peu trop long de vous détailler les premières, je vous propose d'entendre les récits des secondes. Depuis un temps que je n'ai pas compté, trottait dans mon esprit l'idée de découvrir le bassin égéen du point de vue de son histoire et de sa culture. Pourquoi ? Parce que ce monde me fascine depuis de nombreuses années. Attiré d'abord par la mythologie, puis plongé dans les textes antiques, j'ai développé un intérêt certain pour l'histoire et l'archéologie de cette culture plurimillénaire et ses métamorphoses. Quand s'est présentée l'opportunité de la bourse Grand Tour, j'ai réalisé qu'elle pourrait satisfaire à deux objectifs. D'une part, se plonger dans l'histoire des civilisations qui ont évolué au sein du monde grec et égéen, et d'autre part, analyser la mise en valeur du patrimoine dans les lieux que je choisirais de visiter. Afin de répondre à cette volonté d'exploration, un fil conducteur s'est naturellement imposé. Il s'agissait de découvrir comment les différents pouvoirs politiques et ou religieux, successifs ou simultanés, locaux ou étrangers, ont matérialisé leur domination dans les régions de langue et de culture grecque au fil des millénaires. C'est donc avec un enthousiasme à peine dissimulable que j'ai commencé ce voyage qui avait pour thématique le pouvoir en Grèce hier et aujourd'hui, forme, réalisation et symbole. C'est dans la capitale de l'Empire romain d'Orient qu'a débuté ce périple. Les vestiges de l'époque médiévale sont en quelque sorte noyés dans le tissu urbain de cette métropole qui compte quelques 15 millions d'habitants aujourd'hui. Les ouvrages d'architecture monumentale, tels que cette gigantesque citerne souterraine, ont suscité mon étonnement tant ils sont rares en Grèce et à Rome. Ils montrent l'ampleur de la mer de toutes les villes. Les murs défensifs prennent de l'âge tandis que la ville se modernise et s'étend toujours davantage. Au détour d'un bloc d'immeubles modernes, on rencontre parfois une église millénaire, désormais convertie en mosquée. Hippodromes, palais impériaux, forums, aqueducs et bien d'autres équipements urbains sont encore visibles. Istanbul est comme une mosaïque d'époques, de goûts, de couleurs et de styles. Je quitte la nouvelle Rome déjà pleinement satisfait de cette première prise de contact. Au terme de 11 heures de car freinées par 2 contrôles douaniers, je parviens à Thessalonique, la deuxième ville grecque, fondée à l'époque macédonienne et dont l'importance n'a pas faibli depuis. Il ne reste de l'ancienne Thessalonique que la ville haute, une partie des fortifications et quelques églises. La fraîcheur de l'air marin fait oublier la congestion urbaine. Une excursion à Pella me permet d'échapper un temps au fourmillement de la ville et de jouir du calme d'une ancienne capitale hellénistique de première importance, bien qu'il soit aujourd'hui difficile de l'imaginer. À Vergina, autre capitale macédonienne, une extraordinaire mise en scène fait pénétrer sous terre pour contempler les trésors funéraires de la dynastie macédonienne, avant d'aller au plus près des tombes majestueuses qui les renfermaient. Je me dirige ensuite vers un des lieux les plus méridionaux de la Grèce, Monemvasia, dans le Péloponnèse. Cette presqu'île, constamment battue par les vents et les flots, abritait autrefois une ville fortifiée. Aujourd'hui, les chemins de promenade nous font voyager à travers les vestiges grecs, francs, vénitiens et ottomans. Le Péloponnèse est en effet une région dense en châteaux et villes fortifiées, fruit de son histoire mouvementée. Chaque découverte se mérite, car plusieurs heures de route séparent les sites. Mystras, à quelques kilomètres de la Sparte antique, est la dernière capitale de l'Empire byzantin, alors réduit à une peau de chagrin. Cette triste fin, doublée d'un abandon progressif du site, n'enlève rien à la grandeur de ce dernier. Pour cheminer entre les ruines, rien de tel que d'y monter à pied, comme on le faisait autrefois, pour savourer chaque instant du paysage. En me rapprochant d'Athènes, je me suis arrêté quelques jours à Nauplie, qui fut la première capitale de la Grèce contemporaine suite à la Révolution. Ce point de chute m'a permis de visiter plusieurs sites alentours, bien plus anciens, qui nous font remonter à l'époque proto-historique. En premier lieu Mycène, dont les tombes monumentales sont les témoignages épars de la grandeur d'un royaume pluriséculaire, mais aussi Tirynthe.
Argos a couronné cette série de visites réalisées sous une chaleur de plus en plus accablante. Lorsque je suis arrivé à Athènes, j'ai reconnu l'agitation urbaine de villes comme Istanbul ou Thessalonique. Entre les sites les plus célèbres, j'ai pris le temps de déambuler là où s'exerçait la politique et la religion à l'époque classique, du Parthénon jusqu'à un quartier d'habitation enfoui durant des siècles. La dernière semaine de ce grand tour a été consacrée à la Crète, logée entre les Cyclades et la Libye. La mer demeure un élément omniprésent dans la configuration de son occupation. À mon arrivée à Héraclione, c'est au port que je me suis naturellement rendu, en jetant un regard vers le chemin parcouru et vers ce soleil qui s'est tant de fois couché sur les hommes. Comme les autres provinces, la Crète témoigne d'une histoire plurimillénaire, riche de multiples apports, à laquelle sont liés certains lieux bien connus comme Knossos, Malia, Gortine, Spinalonga, Lacanée ou encore Réthymnon. Ces lieux à visiter sont trop nombreux et les jours trop courts. Je choisirai demain. Comme l'a dit Homère, la nuit aussi mérite qu'on l'écoute. Après un bref passage au palais minoen de Malia, j'ai opté pour la ville de Gortine, en ce qu'elle est un site représentatif d'une continuité entre l'époque grecque classique et l'époque romaine. La Canée, quant à elle, offre un mélange de cultures plus récentes. Jadis byzantine, vénitienne puis ottomane, partiellement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, elle constitue aujourd'hui un havre de paix pour les touristes en quête d'authenticité. Pour ma dernière visite, je suis accueilli à Réthymnon par un vent puissant qui amenait avec lui du sable saharien. Après une visite éprouvante des fortifications, je me suis résolu à me réfugier dans les ruelles étroites de la ville qui lui confèrent une ambiance intimiste, mais où la précarité des logements côtoie la préciosité des hôtels. Je réalise que mon voyage touche déjà à sa fin, et pourtant mes premiers pas à Istanbul me paraissent déjà lointains. Mon projet de grand tour aurait eu peu de sens s'il ne s'était pas intéressé à la mise en valeur du patrimoine local, notamment par l'intermédiaire des musées. Ces institutions sont fondamentales en ce qu'elles offrent un aperçu synoptique de la culture matérielle et qu'elles permettent de la situer en contexte, tout en la présentant selon les perspectives actuelles. Si la plupart des musées font état d'une présentation soignée, d'autres objets attendent encore de trouver leur place dans un nouvel écrin. Par ailleurs, je n'ai pu que me réjouir de profiter de nombreuses entrées gratuites en vertu de mon statut d'Européen de moins de 25 ans. Voilà donc les grandes lignes de ce voyage de 4 semaines, allant du Bosphore à la Méditerranée, des montagnes du Péloponnèse au port crétois, des ruines mycéniennes au musée Paimpont. Chacun des lieux visités montrait, à travers les témoins de son passé, les ruines d'empires qui se croyaient éternels. Mais on ne conclut pas, pour ainsi dire, le voyage avec un grand V. En faisant allusion à l'Odyssée d'Homère, le poète grec Constantinos Kavafis disait « Garde sans cesse Ithaque présente à ton esprit. Ton but final est d'y parvenir, mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années. » Je retiens donc de ce voyage la beauté naturelle des lieux que j'avais sélectionnés, qu'ils soient plus animés comme Athènes et Istanbul, ou plus calmes, ceux où on prend le temps de savourer un café frappé après avoir contemplé le magnifique travail des copistes médiévaux. Je retiens aussi certains sentiments qui caractérisent les cultures dans lesquelles je me suis plongé, avec en premier le nationalisme, que la Grèce et la Turquie exacerbent pour glorifier certains aspects de leur passé. Tandis qu'en Grèce on met à l'honneur le dernier empereur byzantin ainsi que les têtes de la révolution de 1821, la Turquie consacre un musée à la mise en scène de la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Les Grecs comme les Turcs démontrent par ailleurs une ferveur religieuse puissante qui rythme leur vie quotidienne. Dans une église, il y a des mosaïques scintillantes et des fresques effacées qu'il faut deviner. Si nous ne voyons pas les mosaïques, nous n'entrons pas pour chercher les fresques. Un beau voyage est tel qu'une mosaïque scintillante.
une fois vécu, il nous appelle à chercher les fresques. Le scale specialmente sono un piacere.